Madame, Monsieur, bonsoir. Notre question d'actualité ce soir, les entreprises et les ménages face à l'inflation qui est partie pour durer. Depuis plusieurs mois, un nouveau virus s'est propagé dans l'économie mondiale. Il ne s'agit pas de questions sanitaires, même si en Chine, la Covid-19 est encore une source de perturbation. Il s'agit de la flambée du prix de l'énergie, principalement, qui se diffuse insidieusement à tous les secteurs de l'économie. Au Maroc, selon le Haut-Commissariat au plan, l'inflation a atteint 5,9% à fin avril dernier. Alors quels sont les risques sur la trésorerie des entreprises et comment cela risque d'impacter la consommation et l'épargne des ménages? Jusqu'à quel point la hausse des salaires, notamment le SMIC, peut-elle limiter les effets de l'inflation? Et on mettra aussi la lumière sur la hausse du SMIC pour le secteur privé. Sur le volet de la commande publique, le décret ou la réforme présentée par le ministre du Budget, Fawzi El-Qja, répond-il aux urgences de la conjoncture actuelle et sera-t-il l'antidote à la corruption? Les marchés publics, locomotives de développement économique et social, représentent 20% du PIB national, soit 245 milliards de dirhams de chiffre d'affaires prévu pour l'année 2022, donc dans le cadre de la loi de finances. Peut-on déjà en ressentir les effets sur le tissu économique national? Et beaucoup d'autres questions relatives aux entreprises, à la survie des entreprises, notamment défaillantes. Pour répondre à ces questions, ce soir, je reçois sur le plateau de questions d'actu Dr Moustapha El-Jaye, qui est un docteur en finance, professeur et analyste économique. Bonsoir, professeur El-Jaye, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame, très ravi d'être parmi vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. J'ai également le plaisir d'accueillir un autre chercheur en macroéconomie, expert en marché public. Bonsoir Riyad Belaïda. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et un plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu Monsieur Inforisque, Amine Diolé. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci de m'avoir invité. Merci de répondre à l'invitation de questions d'actu. Alors, on va peut-être commencer d'abord par planter le décor avec peut-être un commentaire sur la conjoncture actuelle. On en connaît les causes, bien sûr. C'est la sortie de la Covid-19, même si on n'en est pas vraiment sorti. C'est la guerre en Ukraine. C'est la Chine qui décide de serrer encore plus les restrictions sanitaires. Alors, le Maroc dans tout cela, messieurs, et surtout l'impact concret sur les entreprises. Amine Diolé. Oui, vous avez cité les multiples causes. Alors après, les conséquences sur nos entreprises, elles sont aussi multiples. Le prix des intrants, puisqu'aujourd'hui on importe des matières premières venant de l'étranger. On va parler d'inflation. Cette inflation, on l'importe aujourd'hui et elles sont au niveau de nos entreprises pour les intrants. Il y a un problème plus global, on a parlé du Covid-19 en Chine, c'est aussi la question du fret maritime qui est devenu à un prix extrêmement élevé. Ça aussi, ça a un coût aussi dans le coût de fabrication de nos produits made in Morocco. Et la question qui se pose, parce qu'il faut aussi maintenir des marges, ce n'est pas simplement faire du chiffre d'affaires. Nos achats coûtent plus cher, les achats de nos entreprises coûtent plus cher. Et de l'autre côté, on ne peut pas non plus augmenter à l'infini les prix de vente. Et donc, la vraie question, c'est aujourd'hui, quid des marges que réalisent nos entreprises? Et évidemment, il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre que les marges de nos entreprises se sont dégradées, sont en train de se dégrader avec ce qui se passe actuellement. Très bien. On va revenir sur cette question des marges, Amine Diolé, parce qu'il y a un grand flot là-dessus, sur plusieurs secteurs. Professeur El-Jaye, aujourd'hui, certes, il y a bien sûr cette inflation qui est partie pour durer, on ne sait pas, on n'a pas de visibilité, mais c'est sûr que ce n'est pas à la fin du trimestre actuel, encore moins à la fin, même pour les prévisions les plus optimistes, on parle pour la fin 2023, sur les impacts et les dommages collatéraux. Mais quand on parle inflation, il y a non seulement la consommation, mais il y a aussi l'épargne. Tout à fait. Déjà, l'épargne était un peu malmenée pour le Maroc. Détrompez-moi si je me trompe. Exact, tout à fait. L'épargne a souffert depuis cette crise, cette pandémie du Covid, et elle l'est davantage puisque la classe moyenne et la classe même aisée qui avait des propensions à l'épargne est très touchée et elle a subi de plein fouet cette augmentation du coût et une dégradation du pouvoir d'achat. Donc, je dirais même cette classe qui épargnait a du mal déjà à joindre les deux bouts. Et effectivement, la propension à l'épargne qui était de 24%,
je suis persuadé qu'elle est beaucoup moins actuellement. Quand on dit 24%, c'est 24% des avoirs qui sont destinés à l'épargne. Tout à fait, exactement. Et quand on dit cette épargne, c'est une épargne bancaire ou c'est une épargne... Non, c'est une épargne bancaire et dans les différents placements. C'est-à-dire tous les supports et tous les actifs de placement, les OPCVM, les DAT, c'est-à-dire l'épargne de toutes ses formes. Et c'est un taux qui est déjà relativement faible par rapport à d'autres pays. Et donc, je suis persuadé... D'autres pays comparables. Comparables, bien sûr, tout à fait, exactement. Je ne parle pas du livret A en France. Non, bien sûr, bien sûr. Je parle des pays de même niveau de développement que le Maroc. Je suis persuadé, si demain on a les chiffres, après cette pandémie, où on a à peine commencé à voir la sortie, même si on voit qu'il y a cette crise ukrainienne qui aggrave davantage les choses, il y a toujours des cas au Maroc, donc il y a un peu de, je dirais, de prudence. Et le plus inquiétant, c'est le manque de visibilité, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Donc cette crise, elle a touché aussi bien l'offre, c'est-à-dire les entreprises, que la demande au niveau des ménages. Et la conjugaison de ces deux variables va avoir des conséquences assez sérieuses. Est-ce que vous pensez justement que les ménages, les personnes physiques, pourraient grignoter de leur épargne en ces temps d'inflation? Ou, au contraire, consommer moins, tout simplement, et maintenir l'épargne intacte? C'est-à-dire que... Selon vous, la tendance, elle serait comment? Bien sûr, consommer moins, c'est-à-dire que nous sommes sur des produits presque, j'allais dire, de première nécessité. Le carburant, tout le monde a besoin de se déplacer, notamment dans les grandes villes. Quand on parle de la graine oléagineuse pour l'huile, on a vu que le prix de l'huile est passé de 12 dirhams à pratiquement 30 dirhams. C'est des choses dont on ne peut pas se passer. Donc, même les ménages moyens, leur pouvoir d'achat se dégrade. Et si vous voulez, toute cette inflation importée, comme l'a si bien dit Si Amine, que nous subissons comme tous les autres pays dans le monde entier, a des conséquences assez sérieuses sur cette classe moyenne qui avait une petite propension à l'épargne. Je ne parle pas, bien sûr, de la classe aisée qui est très limitée. Celle-ci, je pense qu'elle n'est pas touchée. Mais nous parlons d'une classe moyenne qui représente un petit peu le socle, je dirais, économique de ce pays. D'une majorité aussi. Exactement. Voilà, donc c'est en nombre, c'est beaucoup plus conséquent. Alors, Amine Djouri a évoqué un point très important, c'est celui de répercuter un peu la hausse des prix des intrants, donc cette inflation importée, sur les produits made in Maroc. Moi, je voudrais savoir, l'État, dans la gestion des commandes publiques, est-ce qu'il prend cela en considération ? Oui. Est-ce que cette question d'inflation, cette question du coût du transport qui a explosé, est-ce que cela est pris en compte ou pas, notamment dans les contrats qui sont à moyen, long terme? Alors, il faut bien savoir que lorsqu'on parle de la commande publique, alors c'est un marché, normalement, lorsqu'on parle d'un marché public, c'est entre un organisme public, c'est-à-dire entre une entreprise privée. Donc, les deux parties signent un contrat. Un contrat où on a plusieurs, c'est-à-dire articles qui sont bien déterminés, bien ficelés. Alors, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret des marchés publics, les prix peuvent être révisés, éventuellement. Le problème, c'est que cette révision des prix, elle est plafonnée à 5%, généralement du montant du marché hors taxe. Éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Alors, pour répondre c'est-à-dire à votre question, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des mouvements tectoniques pour des paradigmes macroéconomiques qui sont en train de changer la supply chain globale. C'est ça. Oui, parce qu'à cause notamment de la guerre en Ukraine qui a été déclenchée, c'est-à-dire le mois de février dernier, il faut bien savoir que la Russie et l'Ukraine jouent, c'est-à-dire un rôle incontournable dans les chaînes d'approvisionnement à l'échelle internationale, notamment, c'est-à-dire pour les produits, par exemple l'aluminium, le fer, etc. Oui. Il y a une circulaire, une étude qui a été faite par le ministère de l'Industrie, qui nous donne une idée sur la hausse exorbitante des prix de la matière première. Je vous donne un exemple. Le cuivre, il a connu une hausse de 189%. L'aluminium, c'est 51%. Le cuivre, c'est 61%. Alors, avec cette... Le fer, peut-être. Ou l'acier. Le bois aussi. L'acier, exactement. Donc, plusieurs... c'est juste à titre d'exemple. Tous les intrants. Tous les matériaux de construction. Oui, le bois, normalement, une entreprise, elle a déjà, c'est-à-dire un marché public avec un ordonnateur public. Surtout sur une entreprise de BTP. Exactement, voilà, le secteur du BTP. On va parler de différents types de marchés publics. Alors, elle a un marché public avec un ordonnateur public arrêté avec un montant X. Le marché est peut-être éventuellement révisé, c'est-à-dire à maximum c'est 5% de la révision des prix. Alors, même à 20%, ce n'est pas évident. Donc, du coup, il y a des demandes de résiliation des marchés publics de la part de plusieurs
entreprises, c'est-à-dire au Maroc, ce qui pose un problème non seulement pour l'entreprise, mais également pour l'ordonnateur public, notamment pour les prestations qui sont urgentes, qui sont, c'est-à-dire importantes. Et donc, du coup, on est vraiment face à une situation difficile, délicate, où, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est une insuffisance réglementaire pour pouvoir faire face à ce type, c'est-à-dire de conjoncture, ou bien des crises qui est inédite. Alors, hors BTP. Alors, on a normalement pour la commande publique 3 types de nature de prestations. Les marchés, c'est-à-dire du BTP, c'est des travaux. Les marchés de la fourniture, qui sont généralement passés à prix ferme. Éventuellement, ils peuvent être passés à prix ferme, c'est-à-dire non négociable sur les 5%. Non révisable. Non révisable. Non révisable sur les 5% que vous avez évoqués pour les BTP. Oui. Alors, généralement, les BTP sont passés à prix révisable, sans pour autant dépasser 5%. Pour les marchés de la fourniture, ils sont passés à prix ferme. Ils peuvent éventuellement être passés à prix révisable, c'est-à-dire après 6 mois de l'approbation du marché. Certains produits, notamment le cuivre, etc., connaissent une augmentation à condition que l'entreprise doit justifier, c'est-à-dire la hausse des prix moyennant, c'est-à-dire des institutions compétentes, notamment le ministère ou bien une institution professionnelle. Alors, le problème, c'est que même avec cette hausse des prix, c'est-à-dire la hausse, on a, comme a dit M. Amin, c'est-à-dire une inflation qui est importée. Donc, du coup, c'est-à-dire la matière première dépasse largement, c'est-à-dire les 20%, 30%. Donc, l'entreprise sera incapable d'honorer ses engagements, c'est-à-dire contractuels, avec le elle sera de facto... elle va demander la résiliation. Elle va demander la résiliation ou elle va perdre de l'argent? Elle ne peut pas travailler, c'est-à-dire une perte de 30 à 20%, ce n'est pas évident. Donc, il va demander la résiliation. Alors, dans ce sens, il y a une circulaire du ministère du chef de gouvernement, c'est-à-dire qu'on va détailler par la suite, qui donne des directives, c'est-à-dire à l'intention de 2 parties prenantes, c'est-à-dire notamment l'ordonnateur public et l'entreprise marocaine, pour atténuer un petit peu, c'est-à-dire l'impact de cette inflation importée sur le déroulement des marchés. Je parle de cette circulaire. Quand on dit atténuer l'impact, ça veut dire quoi? Est-ce que vous ne pensez pas aussi que sur la commande publique, et qu'on parle un peu de serrer un peu la ceinture, de se serrer la ceinture. Est-ce qu'il y a un risque d'austérité qui peut aussi impacter cette commande publique et donc par ricochet impacter aussi les entreprises qui y souscrivent? Vous avez parfaitement raison, parce que généralement les marchés publics sont considérés comme le gagne-pain de l'entreprise marocaine. C'est généralement une estimation, une enveloppe budgétaire estimée à 200 milliards de dirhams annuels. Alors, il représente plus ou moins 20% du PIB marocain estimé à 110 milliards de dollars. Par exemple, rien qu'avec l'exercice 2020, c'était la loi de finances 2022, on a prévu 245 milliards de dirhams. Alors, les entreprises marocaines, elles réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires dans la commande publique. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le secteur du BTP, 80% des entreprises marocaines réalisent leur chiffre d'affaires dans la commande publique. Wow. Pour les bureaux d'études, c'est-à-dire qui font des prestations intellectuelles ingénierie, c'est 75% de leur chiffre d'affaires réalisé dans la commande publique. Donc, si on fait par exemple un inventaire de l'ensemble des appels d'offres qui ont été publiés au niveau du portail marocain des marchés publics, qui est la plateforme officielle pour la commande publique, c'est au titre de l'exercice 2021. On a 35 000 appels d'offres qui ont été lancés. C'est indé comme suit: 15 000 appels d'offres pour le BTP, 13 000 appels d'offres pour la fourniture et 7 000 appels d'offres pour la prestation. Alors, généralement, c'est-à-dire la commande publique, c'est le gagne-pain de l'entreprise marocaine. Par exemple, s'il y aura une restriction, par exemple, ou bien une historité pour remaniement budgétaire pour réduire le coût, c'est-à-dire le budget d'investissement, il y aura moins de commandes. Donc, quand il y aura moins de commandes, c'est suppression, c'est-à-dire des postes d'emploi. Est-ce qu'on peut le savoir déjà? Pour l'instant, c'est-à-dire c'est clair. Parce qu'il y aura des restrictions budgétaires. Je viens de lire aujourd'hui un article qui dit qu'aujourd'hui, par exemple, pour la compensation, le gouvernement prévoit de subventionner par 32 milliards de dirhams. On est déjà à 17 milliards. Actuellement. Pour la fin d'année, c'est-à-dire la prévision, ils disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 32 milliards de dirhams. Ça peut même dépasser les 32. L'État a fait un grand effort, effectivement, on est à 16 ou 17 milliards. Si on milliards. ajoute à cela, par exemple, les 10 milliards de dirhams destinés pour supporter le secteur agricole. Parce que les 2 milliards pour le tourisme. Donc, il n'y aura pas d'autres... On est là déjà... Pour le montage financier, il n'y aura pas d'autres... Donc, on est bien d'accord, parce qu'on parle des 245 milliards qui rentrent dans la loi de finances 2022, qui sont destinés à l'investissement public. Et c'est dans ces 245 milliards qu'on pioche pour soutenir les secteurs. Pour le montage financier, il n'y aura pas de solution. Très bien. Même si vous permettez... Après, la loi de finances, elle n'a pas été votée comme ça. Oui, c'est clair. Juste l'idée que ce soit l'effort public en termes d'investissement,
ce qui est souhaitable, je pense que le gouvernement agit dans ce sens, d'inverser un peu la tendance, qu'on soit dans 2 tiers, 1 tiers au niveau du privé. Oui, mais bon, c'est on un essaie autre de pousser, débat. voilà, ouais, exactement. On est loin Voilà. des 2 tiers. Ou bien aller vers le hein. PPP, ou bien maintenant faire appel à des grands fonds d'investissement internationaux. Et j'ai vu ce matin, je pense, l'ouverture d'un grand colloque où il y a le discours de Sa Majesté pour inviter les grandes institutions internationales un petit peu à accompagner la dynamique de plusieurs pays africains pour qu'il y ait aussi un grand effort des fonds d'investissement privés pour prendre le relais sur l'État, parce que le fardeau va être très très lourd pour l'État et pour les indicateurs macroéconomiques. Est-ce que c'est 245 000 Oui, Amine, vous vouliez rajouter quelque chose? Rajouter par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il faut rappeler aussi que la loi de finances, elle a été construite avec des hypothèses de croissance qui étaient largement supérieures. Et donc, moins de croissance aujourd'hui, ça veut dire moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État et donc moins d'argent pour financer ces investissements publics. Donc après se posera la question sur ces 245 milliards du taux de réalisation. Taux de réalisation. Avant de parler de taux de réalisation, c'est un taux record, on le rappellera encore, 245 milliards de dirhams d'investissement public, c'est juste énorme. Est-ce qu'on peut déjà avoir un ressenti de ces 245 milliards en sachant que les budgets commencent à se débloquer à partir d'avril pour une loi de finances? Selon vous, est-ce que le secteur privé, déjà quelques chiffres ont été avancés par Riyad Benraïda, est-ce que le secteur privé commence à en ressentir un peu commence à sentir un peu l'odeur de cet argent, si je puis me permettre l'expression? Alors, plusieurs éléments. Déjà, au niveau de la croissance économique globale, on passe dans un budget où on parlait de 3,5% à quelque chose comme 1,5%. Donc déjà, on voit bien que même si la totalité de cet argent a été investi, le résultat en termes de croissance économique ne sera pas là. Mais ça, c'est pour d'autres facteurs, la sécheresse, etc. Exact. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et puis les conséquences aussi sont différentes, c'est plutôt sur la création de richesse et la création d'emplois, où la croissance, le taux de croissance joue un rôle. Après, l'autre point important, c'est que, et ça c'est un problème qui est général, c'est-à-dire qu'on sait, dans le temps, que l'État investit énormément d'argent, près de 20-30%, 30% même, du PIB qui est investi en argent public, et qu'on voit très bien, au fur et à mesure du temps, que ça ne génère pas autant de croissance qu'on espérerait, ça ne génère pas autant d'emplois, et ça, c'est structurel, j'ai envie de dire. Exact. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles avec cet argent. Il faut rester réaliste. Et puis, il y a aussi toute une conjoncture qui est extrêmement difficile. Et à mon avis, pour les entreprises, il va falloir répondre à un moment donné à la question comment on aide ces entreprises à restaurer leur marge. Parce que je rappelle quand même, Covid 2020-2021, on a touché leur chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires 2020 des entreprises s'est quasiment écroulé, entre 25 et 50% selon les secteurs d'activité. La crise en Ukraine avec la forte augmentation des prix des intrants, c'est les marges qui sont touchées. Donc, sur 2 ans, on a le chiffre d'affaires qui a été touché et les marges qui sont touchées. Donc, comment le budget de l'État fait aujourd'hui pour aider ces entreprises? Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut viser. Alors, mais il fait déjà. On a évoqué les 10 milliards pour l'agriculture. On ne parle pas de compensation parce que ça ne concerne pas des secteurs. C'est surtout pour les ménages. Et il y a les 2 milliards pour le tourisme. Il y a aussi les 2... Alors, je ne sais pas à combien ils sont arrivés. Je n'ai pas le chiffre actualisé, mais pour le transport aussi, pour les transporteurs. Il y a des aides directes. Donc, est-ce qu'on va continuer à donner des aides sans vraiment créer de richesse sur les 245 milliards? Mais parce que de toute façon, à situation inédite, il faut... il faut débloquer des mécanismes inédits. Oui, Riyad Benraïda. Le plus important, il faut continuer à soutenir l'entreprise marocaine. Comment peut-on le soutenir? En lui donnant des occasions pour travailler, des marchés publics. Parce que si on arrive du jour au lendemain, par exemple, certes, il faut faire de l'austérité, mais si tu coupes, c'est-à-dire les vins du jour au lendemain, ce n'est pas évident, c'est difficile parce que l'enjeu, il est de taille. Il y aura des répercussions macroéconomiques, sociales, parce qu'il y a des postes d'emploi qui sont derrière. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, les marchés publics, c'est le seul gagne-pain de l'entreprise marocaine, c'est la locomotive de développement de notre économie. Si, par exemple, le gouvernement demain décide de faire un remaniement budgétaire pour réduire le montant d'investissement... Vous dites, pardon, excusez-moi, je me permets de vous interrompre, quand vous dites remaniement budgétaire, est-ce que c'est une loi de finances rectificative? Ou c'est déjà le cas? Parce que dans la même loi de finances, on fait un remaniement budgétaire, mais on déshabille peut-être Paul pour habiller Pierre ou...
Parce qu'à mon avis, Qu'est-ce que vous entendez par remaniement budgétaire? c'est-à-dire changement, par exemple, réduire le budget pour l'imputer dans une autre rubrique. C'est ça, c'est ce que je dis. Donc, Une ce n'est pas une loi de finances réallocation. rectificative. Une réallocation, exactement. Parce que le ministre du Budget a été ferme là-dessus. Il n'y aura pas de loi de finances rectificative, même si l'opposition y a appelé. Donc il faut au être Parlement. vigilant, parce qu'on est face à un dilemme. Certes, il faut faire, c'est-à-dire réduire le budget d'investissement, Oui. mais en contrepartie, il ne faut pas oublier qu'il y a, c'est-à-dire des entreprises qui vivent de ça. C'est ça le problème. Au début, c'est-à-dire quand on a, le gouvernement, quand il a annoncé 245 milliards de dirhams, c'est-à-dire il a voulu montrer sa vision keynésienne pour être le seul interlocuteur qui va tirer la locomotive de développement de notre pays en avant. Tout le monde était, tout le monde était heureux. D'ailleurs, on a vécu ça, au niveau du portail marocain des marchés publics, parce qu'il y avait un lancement énorme des appels d'offres qui ont été lancé durant le premier trimestre de 2022, mais avec, s'il y aura éventuellement un changement, des restrictions budgétaires pour la commande publique, il y aura des retombées sur la santé financière de l'entreprise marocaine. Quand vous dites, c'est-à-dire que, en fait, c'est là où, quand je parlais tout à l'heure d'austérité, les recettes ne sont pas là non plus. Ben oui. Elles ne peuvent pas être au rendez-vous pour justement maintenir cette commande publique et éviter l'austérité. On passera au secteur financier tout à l'heure et le rôle des banques, mais aujourd'hui, effectivement, si les recettes ne sont pas là, comment maintenir cette commande publique selon vous? C'est-à-dire, on ne peut pas couper, il faut continuer à travailler tout en trouvant des formules qui vont permettre... Mais quelle formule? L'endettement? Parce que parce que c'est un cercle, Si les marges finalement, s'érodent, y a pas de c'est un DS, cercle vicieux, parce c'est que clair. si l'entreprise ne travaille pas assez, elle ne rentre pas de recettes, Pas de et résultats, donc y a pas pas de d'IS, taxes, bien sûr, y a pas pas d'IS d'IS, bien et sûr. pas de... De chômage, augmentation du chômage par la suite. Exact. Ben oui. Donc comment, selon vous, c'est quand même un sacré exercice d'équilibriste? Ma vision, modeste de la chose, c'est que, certes, il faut faire, de réduire un petit peu, le budget d'investissement, mais il faut continuer, tout en donnant, l'occasion aux entreprises pour travailler. Si on réduit, par exemple, au lieu de 50%, ça sera vraiment Oui, catastrophique. c'est beaucoup. Oui. Est-ce qu'on peut déjà avoir une tendance là-dessus? Vous avez cité quelques chiffres tout à l'heure, 15 000 pour les BTP, c'est ça? Oui, exactement, 13 000... Alors, sur ces 15 000 appels d'offres, est-ce qu'on connaît déjà peut-être un chiffre sur ceux qui sont passés? Non, il n'y a pas de visibilité. Parce qu'on a Très bien. une idée sur le profil des entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons quand même un tissu de TPME, de PME à soutenir. Et c'est ces PME qui créent de l'emploi, qui Oui. créent de la croissance. Oui. Et ça m'étonne fort que, parce que dans les grands marchés publics, souvent c'est des grands GE, tant mieux, il faut qu'il y ait un effet de sous-traitance vers ces PME, TPME. Et bien sûr, il y a une autre problématique qu'on va aborder, ce sont le délai Les de délais paiement. de paiement, voilà, Voilà. bah, vous faites Voilà. la transition. Exactement. Très bien, super. Parce que là, les entreprises publiques, là, on connaît, la loi est claire, le nombre public, il paye. de jours a été réduit à 40. Pas sous le contrôle de Aminiac. Oui, moi aussi, je parle sous son Parce que contrôle. lui, il suit les chiffres à la loupe. Oui. On est à 40 Alors, jours, c'est bien 40 ça. jours pour les entreprises publiques, les établissements, c'est pour les les établissements EEP, les Exactement, établissements et voilà. entreprises publiques. Mais qu'en Le est-il Dans le privé, intersecteur on est à privé? 200 jours, oui, Amine. En 200, plus, 210 jours. avec le Covid, on Alors, a dépassé les délai de paiement, deux. justement, Voilà. parlons-en, parce que vous en avez parlé d'ailleurs en avant-première sur une des émissions précédentes. Oui. Il y avait ce projet de loi sur les délais de paiement qui a été présenté par le ministère 21, du Commerce et de l'Industrie. Exact. Oui, exact. Beaucoup, ça a été vraiment bien détaillé, bon, même si ça n'a pas encore été voté, c'est toujours en projet de loi. Alors, c'est toujours un projet de loi, non, mais c'est passé par le secrétariat du gouvernement, donc c'est déjà passé, le conseil du gouvernement, donc c'est vraiment, moi je pense que c'est une question de jours, là. Son La vote. première chambre. Mais il crée déjà polémique sur certaines dispositions. Vous le savez mieux que moi, Amine. Oui, non, mais Pourquoi? Alors, déjà, il y a un changement de paradigme par rapport à ce qui se faisait avant, je pense, aux lois 2011-2016, où, en gros, on avait un client fournisseur. Si le client ne payait pas, on demandait au fournisseur d'appliquer des pénalités de retard, chose qui n'a jamais été faite, parce qu'effectivement, il y a toujours un rapport de force entre deux entreprises, et c'est toujours le plus gros qui l'emporte. C'est normal, la loi Et donc, du plus voilà, fort. exactement. Ce qui n'a rien changé pendant quasiment 10 ans après l'application de ces lois. Le projet de loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on rajoute une tierce partie qui est l'État, à travers la DGI. La DGI, oui.
Et on demande aux entreprises de s'auto-déclarer en fin d'exercice, enfin au mois de mars de l'année N+1, de s'auto-déclarer toutes les factures qui ont été au-delà du délai de paiement réglementaire qui va passer de 90 à 120 jours. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire que l'entreprise, elle déclare tout ce qu'elle n'a pas payé à ses fournisseurs en fin d'exercice, et puis elle paye l'amende directement. Elle calcule son amende et elle le paye à l'État. C'est un peu le même principe que l'autodéclaration d'impôts. Est-ce que c'est praticable et c'est réaliste pour le Maroc? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que l'entreprise qui va s'autodéclarer va déclarer la totalité des factures impayées? Est-ce qu'elle va n'en déclarer qu'une partie? Est-ce que l'État derrière a les moyens suffisants pour aller contrôler? Justement, c'est ça la vraie question, c'est le contrôle. Et la data, évidemment, pour contrôler tout ça. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et pour l'instant, la pratique nous dira si effectivement l'État gagne son pari à travers ce nouveau procédé ou pas. On le verra avec la pratique, les délais de paiement. Ouais. Clairement, si on pouvait avoir un chiffre sur leur impact sur les défaillances d'entreprises, Amine Diouri. C'est très simple. 40% des défaillances d'entreprises sont dues à des retards de paiement. 40%. Donc voilà, c'est la première cause, c'est le premier facteur de défaillance des entreprises marocaines. Trésorerie. Et je citerai 2 chiffres. 280 jours, ça c'est le montant des délais de paiement TPE subis par les TPE, ça c'est après la crise Covid 2020. Deuxième chiffre qui est intéressant, que j'ai lu ce matin, Alliance Trade qui en parle, le Maroc, 40e pays au niveau du monde en termes de difficulté de recouvrement des créances à l'extérieur. Donc très difficile, quand on n'est pas payé, d'aller recouvrer. Les tribunaux, tout ça, ça prend beaucoup de temps, c'est long, c'est compliqué administrativement, ça coûte beaucoup d'argent et on n'est pas très bien classé à travers le monde. Donc on voit que c'est vraiment une vraie problématique. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, une des premières causes, une des premières raisons des défaillances d'entreprises marocaines. C'est pour cette raison qu'on est pratiquement à 40% de notre PIB. On est toujours aux alentours de 400 milliards. C'est énorme. Le crédit interentreprise, 400 milliards. Et beaucoup d'entreprises mettent la clé sous le paillasson, puisque même on va en parler, vis-à-vis de leur rapport des banques, leurs indicateurs se détériorent, ils ont des impayés et il y a souvent des ruptures de crédit. Et cela donne carrément à la remise des clés ou mettre la clé sous le paillasson. Parce qu'une faillite, c'est quoi concrètement? C'est une entreprise qui est insolvable. Insolvable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas payer ses dettes. Elle ne peut pas payer ses dettes parce qu'elle n'a plus de soins. Aujourd'hui, si les défaillances d'entreprises ont augmenté, c'est un peu l'effet de l'arrêt de Daman Oxygène, etc. Vous le citez aussi d'ailleurs dans l'étude InfoRisque. Donc même pour les délais de paiement, pour cette question de retard de paiement, c'est interlié. Alors, ça tombe bien que vous parliez de ça. Parce que cette question de l'interconnexion entre le financement, les faillites, etc., on a vu que pendant quasiment 10 ans, le crédit interentreprise n'a fait qu'augmenter jusqu'à culminer à 400 milliards. Quand l'État a mis sur la table 50 milliards via les Daman Oxygène, Relance, etc., on a vu baisser ce crédit interentreprise du même montant, en tout cas d'un montant équivalent à celui que l'État a mis sur la table pour aider les entreprises. Donc on voit bien que... Vous savez, c'est Amine, pourquoi? Parce que les banques exigeaient, est-ce qu'on paye les fournisseurs? Oui, effectivement, c'était une des conditions préalables. Oxygène, c'est les banques parfois qui faisaient des virements à des clients directement. Voilà, donc ça a soulagé. Mais comme cette soupape est échue, mieux que ça, même le système bancaire, comme il a vu, bien sûr à la demande du gouvernement et du comité de veille, on a prorogé les délais de remboursement. Ils étaient prévus qu'ils remboursent en décembre 2020. On leur a donné 2 ans, parce qu'il y a encore Covid qui a duré, il y a cette guerre en Ukraine qui complique les choses, pour laisser un petit peu de l'oxygène, entre guillemets, à ces PME, à ces TPME pour survivre. Donc tout cela explique on reviendra aussi au rôle des banques. Est-ce qu'elles remplissent vraiment leur rôle entièrement? Je pense que, heureusement que le système bancaire était derrière. Hein. En tout cas, le système bancaire chez nous, alhamdoulilah, il est en très bonne santé. Hein. Il est en très bonne santé, il soutient. Les derniers chiffres en témoignent, Siljay. C'est que vous représentez, je mets vraiment entre guillemets, vous représentez le secteur financier. Oui, Riyad Braïda, peut-être pour compléter sur la question des délais de paiement. Exactement. En principe, pour expliquer ça mathématiquement, c'est simple. Généralement, c'est-à-dire les entreprises ils ont besoin d'un fonds de roulement. C'est simple. Qui est l'actif circulant moins le passif circulant, c'est-à-dire sur un bilan financier. Alors, quand on décortique l'actif circulant, c'est 3 composantes principales. C'est le client, c'est-à-dire le stock, et également, c'est-à-dire le fournisseur pour le passif circulant. S'il y a un retard du paiement, c'est-à-dire au niveau du client, c'est-à-dire ça va alourdir
l'actif circulant, ce qui va augmenter, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement, ce qui va, c'est-à-dire impacter directement la santé financière de l'organisation. Donc naturellement, un retard de paiement, ça va impacter, c'est-à-dire l'entreprise en matière de besoin en fonds de roulement, ce qui va la conduire directement vers la faillite. Alors, est-ce que si on rajoute au retard de paiement, est-ce qu'il y a un nouvel élément? Vous avez parlé tout à l'heure que ça représentait 40% des défaillances d'entreprise. Si l'inflation s'ajoute à cela, la trésorerie. Elle complique l'équation. La trésorerie de Elle l'entreprise. complique l'équation. C'est automatiquement simple, parce que quand on calcule, par exemple, au niveau sur le plan financier, l'ESG, etc., donc l'entreprise, elle achète la matière première. Donc, il va l'acheter avec un montant. Avec cette inflation importée, il va acheter avec un montant plus cher. Plus cher, oui. Et donc, du coup, ça va impacter, c'est-à-dire sa trésorerie. Donc, rajoutez, si vous permettez, le coût du fret. Je vous donne un exemple. Le container qui était à $2 000, il est à $12 000. Il a 12 aujourd'hui. Voilà, c'est les chiffres que j'ai eus. Et mieux que ça, beaucoup maintenant d'entreprises, si vous payez maintenant, dans la conjoncture actuelle, si vous ne payez pas cash, vous ne prenez pas la matière première. Surtout le verre, l'aluminium. Vous parlez d'entreprises étrangères? Non, entreprises marocaines. Non, on parle ils imposent la le cash. réalité. Non, quand je dis cash, c'est-à-dire par chèque, c'est-à-dire vous payez au comptant. Comptant. J'ai utilisé peut-être, j'ai mal utilisé le terme. Il faut payer au comptant avant de prendre la marchandise. Or qu'avant, vous prenez de la marchandise et vous donnez des effets de 60 jours. Exactement. Maintenant, tout le monde est échaudé et tout le monde est prudent. Tout le monde a peur, quoi. Oui, voilà, exactement. Pas payé. On vous dit d'abord, payez, après vous prenez votre marchandise. Est-ce que vous pensez que, enfin, ma question peut-être un peu naïve, est-ce que vous pensez qu'il faut intervenir là-dessus ou laisser le marché s'autoréguler? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour imposer à une entreprise comme CMA, qui fait 20 milliards de bénéfices nets dans le monde? Comment on peut imposer à une entreprise comme celle-là? Il y a 3 opérateurs dans le fret mondial. Des Chinois, CMA et je pense... Comment on peut leur imposer de baisser les prix ou de faire en sorte de... Non, c'est quasiment impossible. Si j'ai bien compris, on m'a dit que les containers qui vont en Chine, comme la Chine était presque fermée, ils reviennent vides ou ils restent là-bas. Donc avant... ils prenaient de la marchandise, ils ramenaient de la marchandise. Bon, c'est une explication parmi d'autres. Il y a aussi il y a une autre explication qui dit que justement les transporteurs, tout comme les pétroliers, tout simplement, ils sont en train d'éponger, les pertes, c'est déjà épongé, mais ils sont en train de rebondir après l'année de 2020 d'arrêt. C'est possible. Non, mais il faut être réaliste. C'est une rente monopolistique. Je parle des transporteurs maritimes. Il y a 3 géants mondiaux. Ils se font des fortunes colossales en termes de bénéfices. Du fait de la crise. Ils ont profité clairement de la crise. Ça, c'est une évidence absolue. Et c'est nos entreprises qui en payent, les entreprises marocaines en grande partie. Parce que, justement, cette inflation-là, il n'y a pas que l'inflation. Elle est impactée par le fret aussi. Le coût du fret, oui. Oui, bien sûr, effectivement. Oui. Il n'y a pas que les prix de l'énergie que je citais tout à l'heure. Exact. Mais il y a aussi un peu... selon certains observateurs, ce n'est pas moi qui le dis, il y a aussi une exagération des opérateurs, même ici au Maroc. Vous en pensez quoi? Il y a un peu de ça, oui. Exagération, après, tout est relatif. Qu'est-ce que vous appelez exagération? Sur les marges, vous en parlez tout à l'heure des marges. Est-ce qu'on a une idée sur les marges? Alors, ça, c'est des oui-dire. On est très difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres précis qui permettent de dire que certains secteurs se font du beurre supplémentaire sur le dos des entreprises. Pourquoi on n'a pas cette data, vous, en tant que professionnel de la data? Parce qu'il faut du recul, parce que ça se voit après au niveau des bilans, parce que les bilans, il y a toujours du temps avant. Les bilans 2022 ne seront disponibles que l'année prochaine, donc on verra ça. On ne pourra analyser vraiment le phénomène qu'avec du recul. Mais une marge, elle n'est pas censée rester stable? Ça, on le verra dans le bilan. Normalement, oui. On est d'accord. Normalement. Si elles augmentent de manière... Les marges bénéficiaires. C'est simple. C'est le cas, par exemple, des marchés publics. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est venue pour vous dire j'ai acheté la matière avec tel ou tel produit que c'est donc on va faire la révision des prix. Il doit justifier, c'est-à-dire il doit présenter des documents justificatifs émanant d'une institution, c'est-à-dire soit du ministère ou bien des professionnels du secteur, pour pouvoir statuer sur la chose. Oui, mais si ce n'est pas l'État. Ouais, non, si c'est une entreprise qui vend directement, même aux consommateurs, on ne parle même pas d'interentreprises. On ménage directement. Est-ce qu'on a une idée sur combien se font comme marge bénéficiaire ces entreprises? Aujourd'hui, donc on saura en 2023. Exactement. Impossible de répondre à cette question aujourd'hui de manière précise. On peut faire des extrapolations, mais ce n'est pas le but. En parlant d'extrapolation sur les défaillances d'entreprises, est-ce qu'on peut se projeter? Alors, je ne vais pas faire d'extrapolation. J'ai regardé à fin mai, justement, la croissance ou la décroissance des défaillances. On est à plus 10% par rapport à l'année dernière. Par rapport à 2021, qui était une année de reprise.
Exactement, exactement. C'était une année de reprise. Et par rapport à 2019, avant la Covid. Alors là, on est toujours dans les mêmes trends, c'est-à-dire entre plus 10 et plus 15. On est à plus 15 aujourd'hui par rapport à 2019. Ce qui veut dire qu'on a repris le trend quasiment normal des défaillances d'entreprise. Mais ce n'est pas une sur-augmentation des défaillances. Et des faillites? C'est la même chose. Quand je parle de défaillance, alors défaillance, il faut être d'accord sur la définition. On parle d'entreprises en procédure collective, redressement, liquidation ou procédure de sauvegarde. Pas en difficulté. Exactement. Oui. Même s'il faut nuancer encore une fois, 95% des entreprises en difficulté tombent directement en liquidation, donc en faillite. Donc malheureusement, l'un dans l'autre, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Mais très bien. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne à ces marchés publics, au rôle de ces marchés publics et à cette réforme. Cette réforme de la commande publique, peut-être un commentaire sur cette réforme qui a été annoncée, je le rappelle, il y a 1 mois, il y a 4 semaines, par le ministre du Budget, Fawzi El-Qadja. Donc c'est une réelle révolution de ces commandes publiques qui étaient pointées du doigt, notamment sur la question de la corruption. Est-ce que selon vous, Riyad Braïda, en tant qu'expert des marchés publics, selon les dispositions de ce décret sur les marchés publics, on peut dire qu'il participera concrètement à la diminution, on ne va pas dire l'arrêt de la corruption, mais à la diminution de la corruption? Alors, pour répondre à votre question, il faut revenir en 1998. Oui. Alors, en principe, c'est-à-dire avant de parler de ce projet actuel de la réforme de l'arsenal juridique régissant les marchés publics, ce serait judicieux de parler un petit peu, c'est-à-dire de revenir en histoire pour comprendre l'esprit des législateurs derrière la réglementation des marchés publics. Bien sûr. Alors, la première fois où on a légiféré une loi régissant les marchés publics, c'était en 1906, dans la période de pré-doctorat. Ce n'était pas une réglementation des marchés publics. 1912, le protectorat. Pardon, 1912. Oui. C'était une convention qui s'appelle la Convention Al-Jaziras. Al-Jaziras, c'était quelques lois, l'article 105 à 118, régissant les échanges commerciaux entre, soi-disant, les institutions et entre les commerciaux à l'époque. La première fois où on a légiféré un décret des marchés publics, c'est en 1965. La première fois où on a parlé des bons de commande, c'est en 1976. Et la révolution dans le secteur des marchés publics, c'est en 1998, avec l'arrivée du gouvernement d'alternance du feu Abdelrahman Yousfi, qui a vraiment révolutionné le climat des marchés publics au Maroc. Il a instauré un climat de confiance. Il y a vraiment un gap entre ce qui se faisait avant et entre la période du feu Abdelrahman Yousfi. Alors aujourd'hui, nous sommes en train, c'est-à-dire la première fois également on a parlé de la dématérialisation des marchés publics, c'est en 2007. Aujourd'hui, bien entendu, on a, c'est-à-dire préparé un projet de décret, c'est le 22431 qui a été, c'est-à-dire envoyé au chambre du Conseil pour, c'est-à-dire son approbation. Il a vraiment des avancées par rapport à son actuel décret, à savoir de 12349 entré en vigueur le 20 mars 2013. Je vous donne un exemple très simple, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est-à-dire on fait des remaniements pour soutenir les entrepreneurs, c'est-à-dire les PME, les coopératives, conformément aux dispositions de l'article 138 du décret des marchés publics qui prévoit c'est-à-dire 25% du programme prévisionnel qui est dédié, c'est-à-dire à cette catégorie des professionnels. 25% du budget du programme prévisionnel. C'est quoi le programme prévisionnel? Pour chaque ordonnateur, c'est-à-dire il a un budget. D'accord. Oui. Donc, si on prend les 245 milliards, c'est 25% de ces 245 milliards. Chaque ordonnateur, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Ce n'est pas ça le problème. Parce que cette loi... C'est très bien, c'est super. Mais ce n'est pas bien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des barrières à l'entrée. Même s'il y a des lois, c'est-à-dire qui stipulent que, c'est-à-dire les entrepreneurs l'aura, étant donné que la réglementation exige des références techniques, etc., donc l'autre entrepreneur... Quelle serait une référence technique qui, par exemple, juste pour qu'on comprenne, je suis sûre qu'il doit y avoir des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui nous regardent et qui sont déjà tombés dans cela. Est-ce qu'elles sont vraiment difficiles à avoir ces références techniques? Généralement, c'est naturellement, un ordonnateur et le public, il a le droit d'exiger une référence. Par exemple, on veut construire un bâtiment, on ne peut pas, par exemple, demander à n'importe quelle, c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas assez d'expérience pour pouvoir, c'est-à-dire soumissionner un appel d'offres et réaliser la prestation. Naturellement, il faut qu'il aille, c'est-à-dire les références. Ces références sont vraiment des barrières à l'entrée pour
plusieurs structures. Alors, même si, c'est-à-dire, on dit que, c'est-à-dire, on va consacrer 25% par exemple pour le budget dédié à cette catégorie des professionnels, ils n'arrivent pas à décrocher des marchés et c'est ça le problème. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce projet de réforme de l'arsenal juridique actuel, c'est-à-dire le projet actuel, c'est un nouveau mode d'appel d'offres qui s'appelle l'appel d'offres simple. C'est-à-dire dans l'estimation, on ne dépasse pas 1 million de dirhams hors taxe, destiné à cette catégorie des professionnels où on n'exige pas des références. Donc c'est une occasion pour qu'ils puissent décrocher des prestations avec des ordonnateurs publics. Je veux juste que vous répondiez peut-être aussi à ma question. Est-ce que vous pensez que cette réforme va vraiment limiter la corruption? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le travail qui a été fait, il a été fait depuis 1998. Il y a un grand travail qui a été fait. Non, mais cette réforme, la toute dernière. Oui, bien sûr. On évoque souvent. En fait, le travail, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a été déjà, c'est un feuilleton depuis plusieurs années. Il y a par exemple l'obligation de publier sur les plateformes officielles. N'importe quelle entreprise, il a le droit par exemple de saisir directement. Si ça ne remonte pas à ce décret-là qui vient d'être annoncé, on connaît par exemple, le dernier scandale en date, c'est le ministère de la Santé, avec des entreprises qui ont été créées du néant pour répondre à des appels d'offres pendant la pandémie, et il y a eu plusieurs arrestations. C'est quand même, ça veut dire que... La Cour des comptes. Exact. Ça veut dire que et la Cour des comptes aussi qui a soulevé plusieurs anomalies dans différents autres départements. Donc même si vous me parlez d'une succession d'actions qui ont été entreprises, mais la corruption est là dans la commande publique. Il faut bien savoir qu'on a une instance qui s'appelle la Commission des marchés publics. Alors n'importe quelle entreprise, s'il décèle par exemple un vice de forme, un vice de procédure dans l'attribution, il peut saisir directement, c'est-à-dire cette commission qui va saisir l'organisme en question pour qu'il puisse donner des éléments explicatifs. Donc pour vous, en fait, on n'a pas eu besoin de cette réforme pour arrêter la corruption dans la réforme, elle a ramené des solutions, par exemple, comme le cas de soutenir les entreprises. Elle présente mais pas des solutions anticorruption selon vous? Pour moi, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un arsenal, c'est un travail qui a été déjà fait. Le climat, il est beaucoup mieux, donc c'est un grand... D'accord. L'idée, c'est de digitaliser au maximum, travailler ce portail pour éviter le contact direct. C'est ça un peu l'idée. Est-ce qu'on a la liste des marchés qui sont attribués? Bien sûr. C'est une obligation réglementaire, en fait. C'est une obligation réglementaire. De publier l'ensemble des appels d'offres qui ont été adjugés au niveau du portail marocain des marchés publics. Donc, bien entendu, c'est une obligation réglementaire. Donc, n'importe quel ordonnateur, il est dans l'obligation de publier sur les travaux de la Commission au niveau des portails marocains des marchés publics. N'importe quelle entreprise, s'il saisit, par exemple, s'il voit, il décèle un vice de forme, un vice de procédure, il peut contacter, l'organisme en question, peut saisir la Commission des marchés ou même le ministère tutelle dont relève l'organisme. La corruption dans les marchés publics. Je voudrais un commentaire de Amine Djouri et de Sim Stafalché. Oui. Alors moi, je resterai sur mon domaine qui est celui de la data. Très honnêtement, non, mais un ministère... Vous vous intéressez à plusieurs domaines je vais répondre à la question à travers l'angle. Je vais répondre à la question à travers l'angle de la data. Je pense qu'un ministère ou tout autre établissement public qui a passé un appel d'offres et qui, justement, vous avez cité l'exemple d'entreprises qui ont été créées ex nihilo pour répondre à ces appels d'offres, c'est qu'il n'y a pas eu un travail, à mon avis, au niveau de la vérification de la data. Parce qu'aujourd'hui, ce type d'information, on le trouve. On a aujourd'hui des bases de données qui permettent de dire « Ah bah tiens, cette entreprise a été créée il y a 6 mois. Comment ça se fait qu'elle peut soumissionner un appel d'offres public ?» Alors que voilà, on voit qu'il y a des outils aujourd'hui data qui permettent de se renseigner sur certaines personnes, qui justement, on parle de corruption, on parle d'un certain nombre de choses. Il y a des outils qui sont là aujourd'hui pour vous dire attention, cette personne, elle est impliquée dans un certain nombre d'affaires ou bien à l'international. Qui peut consulter ces outils? N'importe qui. Aujourd'hui, c'est des outils qui sont... Les donneurs d'ordre Bah oui, les entreprises, les donneurs d'ordre... Non, mais c'est généralement les donneurs d'ordre qui... Bon. Mais en tout cas, ces outils existent. S'il y a la mauvaise foi, c'est pas toujours évident. Non, mais quand même, il y a quand même des outils data qui permettent de vérifier. Je ne suis pas là pour faire ma pub, mais en même temps, c'est la réalité. Celui qui n'a pas vérifié avant, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, en réalité. Il y a possibilité de vérifier un certain nombre d'informations. Vous voyez où je veux en venir? En fait, je veux en venir tout simplement aux contribuables. Parce que, in fine, c'est le contribuable à qui on doit des comptes. Alors après, je suis quand même lucide. C'est pour ça que je vous ai dit après, le contribuable, il ne va pas suivre à chaque fois. Bon. Non, mais après, je suis lucide. Je suis d'accord avec vous que ce dont je vous parle ne va pas régler le problème de la corruption au Maroc.
On est d'accord, enfin, il y a un certain nombre d'études internationales qui disent qu'effectivement, c'est un problème qui continue d'être récurrent dans notre pays. Voilà. Après, moi, je cite une solution parmi d'autres. Mais je ne dis pas que c'est la solution qui va régler ce problème. Mais en tout cas, oui, il y a des solutions en tout cas, qui permettent d'aller plus en profondeur dans l'étude des soumissionnaires, des entreprises qui soumissionnent à des appels d'offres publics. Ça, je pense qu'effectivement, il y a moyen d'aller plus loin. Contrôle. Bah oui, tout est dans le Il faut contrôle. savoir qu'il y a une volonté c'était apportée par différentes instances pour la transformation digitale de la procédure des marchés publics. Si on ajoute sur la Quand on parle de la transformation digitale, tout est tracé. Exactement. Au niveau du portail marocain des marchés publics. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la soumission électronique. Oui. Donc, la soumission électronique, elle est dotée d'un système de redatage. La plateforme, elle est dotée d'un système de redatage. Donc, tout est chiffré avec des clés de chiffrement. Donc, il y a une transparence totale. Il y a vraiment une avancée en matière de climat de la commande publique au Maroc. Et ça n'a rien à voir avec la dématérialisation que vous évoquiez tout à l'heure de 2007. C'était le début. Mais aujourd'hui, il y a une plateforme, c'est-à-dire c'est un grand projet pharaonique qui a été mis en place pour, bien entendu, c'est-à-dire basculer de la soumission classique vers la soumission électronique. Alors, messieurs, il nous reste un peu moins de 5 minutes avant la fin de cette émission et je voudrais vraiment qu'on en sorte avec des propositions concrètes pour sortir les entreprises et les ménages du marasme dans lequel ils sont à cause de différents facteurs. Il faut dire que cette année 2022 n'est pas du tout évidente, encore moins pour notre gouvernement, il faut l'avouer. Je ne défends personne, mais les faits sont là. Sécheresse, combinée à fin de Covid, pas tout à fait, plus la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la terre entière. Donc, quelles sont les réponses réalistes, les réponses concrètes à apporter, selon vous, messieurs? Amine Diolé. Alors, il est évident, et on l'a vu pendant la période de Covid, la période Covid 2020-2021, que l'État est la clé en termes de dépenses budgétaires. Je pense que plus que les réponses monétaires des banques centrales, je pense clairement que c'est l'État, les dépenses budgétaires qui peuvent jouer un rôle central pour aider les agents économiques, que ce soit les particuliers, que ce soit les ménages, la classe moyenne, ou que ce soit les entreprises. Et de manière plus générale, je pense que c'est à travers ce système de subventions ou peut-être de réduction d'impôts. En tout cas, il faut effectivement aider ces entreprises. Je pense notamment aux TPME aujourd'hui qui souffrent énormément. Leur donner davantage d'argent, en tout cas leur permettre de supporter cette crise qui est déjà extrêmement difficile et qui vient après une autre crise qui était déjà extrêmement difficile. Donc on a une succession de crises qui impactent largement nos entreprises et si on veut éviter une hécatombe, le mot est fort, mais il faut effectivement toujours employer, je pense, les bons termes. Il faut effectivement, l'État a un rôle important, particulier pour justement soutenir nos agents économiques et nos entreprises en particulier. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont, selon vous, auxquels on doit donner la priorité? Oui, effectivement. En principe, normalement, c'était la crise, double crise d'ailleurs, c'est-à-dire parce qu'une crise financière ne vient jamais toute seule. Oui, bien sûr. Elle est déjà toujours accompagnée par une guerre. On a vécu ça en 1929, la Première Guerre mondiale, et puis la crise financière, dépression de 2008, accompagnée par la guerre contre le terrorisme dans le Daesh, et jamais 203. Cette année, donc cette période, nous sommes en train de vivre la crise financière de Covid-19 qui a été adossée, c'est-à-dire plus la guerre en Ukraine. Alors en principe, l'ensemble des secteurs tissu économique marocain il a été touché, ça c'est clair, mais je pense que le secteur qui a été vraiment touché, c'est le secteur tourisme. Donc les secteurs à soutenir, le tourisme il a déjà été, enfin en tout cas pour les hôteliers, le 2 milliards c'est pour les hôteliers. Il faut bien savoir le tourisme. Tous les écosystèmes du tourisme. Pour qu'il puisse jouer pleinement. Pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire parce qu'elle contribue de 8 à 10% du PIB au Maroc. C'est déjà une grande valeur ajoutée pour notre tissu économique. Malheureusement, il y a une baisse de la demande, c'est-à-dire pour les touristes, parce que l'inflation, ça a touché plusieurs économies, c'est-à-dire même en Europe. Donc, il y aura un manque à gagner pour, c'est-à-dire l'offre pour la demande, etc. Si on ajoute par exemple le taux d'inflation qui a touché le pouvoir d'achat des citoyens marocains, il y aura une baisse pour c'est-à-dire le tourisme en intérieur. Donc je pense que vraiment c'est très difficile. Les 2 milliards de dirhams, ce n'est pas suffisant pour soutenir un secteur structurant comme le tourisme. Vous préconisez qu'on débloque plus d'argent pour le secteur touristique. Parce que vraiment, 22 mois continus de galère pour ce secteur. Oui. Bon, il y a l'agriculture qui se rajoute. Et ça n'arrange rien. Le secteur financier. Je vais finir avec vous, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un apport du secteur financier dans cette
Je ne vais pas parler de reprise, mais en tout cas de soutien. Parce qu'après les Daman, Oxygène et Relance, Tout à fait. aujourd'hui, les banques ne sont-elles pas beaucoup plus frileuses pour débloquer des crédits? En fait, nous avons vu que le taux de progression de crédit, il se maintient. Il est toujours aux alentours de 3,5-4%. Pas pour autant baissé. Je pense qu'il y a une grande décision qui a été prise récemment par Tim Wilcon, qui est l'ex-CCG, bien sûr le gouvernement et le système de GPBM, pour donner un délai à ces entreprises qui devaient rembourser les crédits Oxygène et les crédits donc Relance, qui peut aller jusqu'à 2 ans, le temps de voir plus clair. C'est-à-dire en 2023. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de visibilité, pour être honnête, et personne ne peut vous dire quand cette guerre s'arrête avec toutes les répercussions qu'il y a. Donc je pense que c'est déjà un grand effort qui est fait par le système bancaire marocain. Moi, je voudrais revenir un petit peu au secteur privé, c'est-à-dire si on veut, même dans cette conjoncture difficile, il y a des opportunités. Si vous voulez, cette nouvelle donne géostratégique peut être un grand avantage pour le Maroc, vu d'abord sa stabilité, vu son positionnement, si vous voulez, géographique. Nous avons vu que beaucoup d'opérateurs d'industrie automobile quittent l'Ukraine, quittent pas mal de pays à risque et viennent s'installer au Maroc. Donc le Maroc a une carte à jouer. Il faut juste encourager ces investisseurs, aussi bien les IDE que les investisseurs locaux, lâcher ce texte de charte de l'investissement qui, je pense, maintenant est dans les dernières phases. Et si je peux me permettre une petite proposition concernant les doléances que nous avons à la CGM des petites PME, le coût de l'énergie qui, comme vous l'avez dit, touche tous les secteurs. Je pense qu'il y a un petit effort à faire au niveau de la TIC, parce que plus les prix augmentent, plus l'État. Je pense là, il y a matière à creuser et faire un petit effort pour au moins 6 mois ou 12 mois, le temps de voir plus clair, et maintenir au moins les... C'est-à-dire exonérer la taxe. Revoir juste à la baisse, parce qu'elle représente quand même, si je m'abuse, 52% du prix du carburant. Donc, et plus les cours augmentent, et plus forcément cette taxe... Après, c'est une bonne chose pour les caisses de l'État. Tout à fait, là, je n'en doute pas. Mais pour se tenir les PME... C'est-à-dire, en fait, en gros, finalement, vous faites bien de le soulever, malheureusement, le temps de l'émission est terminé. C'est-à-dire, avec cette hausse-là, finalement, les recettes de l'État... Bien sûr, les recettes de l'État, je crois qu'on est à 36 milliards. Impacté, on est à 36 milliards, si je m'abuse. Avec cette taxe de TIC... Bah oui, plus ça augmente, plus... Elle compense la caisse de compensation. Exactement. Si vous voulez. Mais qui souffrent, c'est les PME. Cet argent, il est pris où? Parce que quand la TIC augmente... il est pris aux ménages et aux entreprises. Exact. Et là, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le transport, c'est un secteur... tous les écosystèmes tournent autour. Exactement. Oui, c'est ça. Là, c'est une grande doléance et on voit beaucoup d'entreprises qui disent... Il y a même des entreprises qui ont arrêté le parc, réduit le parc. Ils disent on ne peut pas se permettre, on ne peut pas répercuter, parce que le client ne peut pas supporter le coût du transport. Et là, il y a peut-être matière à faire. Ça, c'est du concret, c'est quelque chose de concret. Très bien. Parce et puis, bien a priori, il y a des inquiétudes sur encore des flambées de secours. Et c'est des choses qui dépassent le gouvernement. On va voir si, effectivement, l'Arabie saoudite va décider. Voilà, j'espère qu'il y a des... de lâcher un peu plus. Et surtout, on attend de nos amis des pays du Golfe un soutien, comme ça a été fait il y a 7 ou 8 ans. Je pense qu'ils ont bien rattrapé les pertes subies lors de 4 milliards la Covid-19. Largement. Largement. Tout à fait. Merci on reste beaucoup. Optimiste. Oui, il faut. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Mustafa Al-Jaï. Merci, Amin Diouri. Merci. Merci, Riyad Barraïda. Merci beaucoup, madame. Merci, en tout cas, c'était une discussion fort enrichissante. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.